Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Dans le grand format de ce dimanche 15 juin 2025, nous parlerons du travail des enfants dans le monde, en Afrique et au Bénin. Un rapport conjoint publié par l'OIT et l'UNICEF le 11 juin 2025 annonce 138 millions d'enfants contraints au travail en 2024. Parmi eux, 54 millions ont effectué des travaux dangereux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité et leur développement. Que nous inspirent ces chiffres? Nous en parlerons avec Maxime Agua. Il est juriste, publiciste, administrateur de projet, chargé de programme du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile RESPESD, un regroupement de 136 ONG présidé par le directeur national de SOS Village d'enfants au Bénin. Loin de cette situation préoccupante, nous allons célébrer ensemble en page culture, bien évidemment, le retour d'une voix spéciale de la musique béninoise pour ceux qui sont de ma génération et celle d'avant. Vous avez sûrement vu passer à une époque donnée cette fameuse vidéo qui tournait en boucle sur la télévision nationale, vidéo dans laquelle on voit des jeunes dames vêtues de noir, tristes et déclamant une mélodie tout aussi triste, ponctuée par les couplets d'un monsieur. On n'avait pas besoin de comprendre la langue d'Indi du Nord Bénin pour ressentir l'émotion de cette chanson culte dont la mélodie continuera forcément de parler à travers le temps. Il s'agit de Bouyo, qui veut dire la mort, une chanson de Imran, celui que sans embâge, beaucoup de mélomanes appellent affectueusement le rossignol du septentrion. Il a traversé le désert à cause de sa santé qui a pris un sérieux coup durant plusieurs années. Certains ont même dit que Imran est devenu fou et ne pourra plus jamais monter sur scène. Aujourd'hui, Imran sera sur ce plateau pour nous prouver qu'il est véritablement de retour. Dans cette émission, nous allons rentrer dans sa vie privée pour revivre un peu ce qu'il a enduré toutes ces années et comment il a retrouvé la voix du micro. Donc, restez bien câblés, la journée s'annonce très belle. Nous allons démarrer tout de suite avec le journal. Au sommaire de cette édition, le président du Conseil économique et social poursuit sa tournée nationale. Démarré le 2 juin dernier, il était cette semaine dans le département de l'Ouémé. Objectif lancé dans chacune des coordinations départementales du CES, la première session extraordinaire de l'institution. Et pendant ce temps, une délégation de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural était dans 2 arrondissements de la commune de Ouéogé. C'est pour apprécier l'état d'avancement des travaux en cours à Daré et à Ronkwe pour alimenter la population en eau potable, bien évidemment. Nous parlerons également de la rencontre initiée par le président de la République au profit de tous les acteurs de la décentralisation, à savoir préfets, maires et secrétaires exécutifs. Une séance de travail consacrée à l'évaluation de la gouvernance locale et à l'examen des perspectives de la réforme de la décentralisation. Les maires présents à cette assise n'ont pas caché leur enthousiasme dans ce journal. Les impressions de quelques-uns. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous recevoir. Après l'Atlantique, le président du Conseil économique et social et sa délégation étaient ce mercredi dans le département de l'Ouémé. Ce déplacement intervient dans le cadre de la tournée nationale démarrée depuis le 2 juin dernier et dont l'objectif est de lancer dans chacune des coordinations départementales du CES la première session extraordinaire de l'institution. Virgile Achodagnon nous fait ici le point de l'étape du département de l'Ouémé. La mission de relais qu'assure le Conseil économique et social entre les populations et les institutions de l'État trouve tout son sens à l'aune de cette tournée nationale initiée par Conrad Baguidi. Et comme ce fut le cas dans les autres départements déjà parcourus, l'objectif ici, dans le département de Lomé, est de lancer les travaux de la première session extraordinaire du Conseil économique et social. Notre institution commune doit faire la preuve de l'utilité de son existence et être à la hauteur des attentes de la République. Nous devons absolument trouver les mécanismes pour interagir avec les populations de manière courageuse, sincère et engageante. La loi 2024-26 portant loi organique du Conseil économique et social
qui a élargi et précisé les prérogatives du CES, nous en donne l'opportunité. L'article 5 du règlement intérieur du CES précise les attributions des conseils départementaux chargés, entre autres, de vulgariser dans les départements les lois, règlements et décisions adoptées en collaboration avec les préfets et les maires. À ce titre, une communication a été présentée sur le décret portant sauvegarde des aires culturelles et la loi sur la chefferie traditionnelle en République du Bénin. C'est un grand soulagement pour nous, les têtes couronnées. Surtout, le gouvernement a initié ce projet et ça a abouti. Nous lui disons merci au nom de la Cour royale. J'ai promis au nom de mes pairs que nous serons les relais de tout ce que nous avons entendu ici, surtout par rapport à la chefferie traditionnelle et au développement que le Bénin a amorcé depuis tant de décennies. En marge des travaux de cette première session extraordinaire, le président du Conseil économique et social a effectué une visite sur le site en construction du Musée international des arts et civilisations vaudou de Porto Novo. Et justement, Conrad Baguidi a effectivement profité pour visiter le grand musée de Lomé. Le président du Conseil économique et social n'a pas caché ses impressions face à la grandeur de l'infrastructure. Voici un extrait de ses propos. C'est la vie réelle de la loi qui est ici, à savoir que nous puissions avoir un espace dans lequel on pourrait magnifier notre patrimoine culturel, notamment l'espèce, il s'agit du vaudou et de tout ce qu'il y a autour en termes d'écosystème. Mais c'est juste simplement la cohérence entre le décret et ce qui se fait en matière de construction d'infrastructures et de diverses politiques publiques mises en œuvre, les vaudouaises, tout ce que vous voyez autour, on est en parfaite cohérence. C'est beau, c'est magnifique. Je n'ai pas besoin d'attendre la finition parce que pour moi qui ai beaucoup voyagé, je sais ce que ça représente. Et je sais combien on paye cher pour aller visiter ce genre de choses, d'y passer une journée entière, de consommer, de dépenser et de participer à l'économie des autres pays. Eh bien, ça se passera désormais chez moi, au Bénin, où ce serait moi plutôt qui vais être content, mes frères et sœurs vont être contents d'accueillir donc les touristes, d'accueillir tous les curieux qui vont vouloir découvrir notre pays et faire un tour par ici parce que non seulement nous sommes dans la construction de notre identité ou du moins de la solidification de notre identité en retrouvant nos valeurs et en nous reconnectant à nos valeurs, mais nous sommes également en train de construire définitivement quelque chose qui est fort, qui va contribuer à la construction du PIB de notre pays. Donc merci beaucoup évidemment au président de la République, à sa vision. Et donc nous, on va faire notre travail en tant qu'institution de la République pour accompagner cela le plus fortement qu'on pourra. Et pendant ce temps, une délégation de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural était dans 2 arrondissements de la commune de Rouillagbé ce vendredi 13 juin 2025. C'est pour apprécier l'état d'avancement des travaux en cours à Daré et Ronroué pour alimenter la population en eau potable. Les détails. La délégation a effectué sa première escale à Daré, un arrondissement de la commune de Rouillagbé, avant de se rendre à Ronroué pour constater l'état d'avancement de la réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable. À date, l'ouvrage est fonctionnel avec un taux de réalisation de 90%. C'est un château à capacité de 400 mètres cubes, hauteur sur cuve 21. Et actuellement, les travaux, le château est rempli. Le château est rempli d'eau. Il ne reste que des petits travaux d'aménagement au niveau du château d'eau. Nous sommes allés au niveau des bonnes fontaines. L'eau est déjà au niveau des bonnes fontaines, l'eau sort déjà. Et enfin, nous sommes venus au niveau de la station de pompage de Daré également. Là également, tout est mis en place. Il ne reste que des petits travaux de finition à faire. Et en deuxième lieu, nous avons visité le célèbre de Ronroué. Là, nous avons un château d'eau de capacité 150 mètres cubes, hauteur sur cuve 15, avec un réseau d'environ 36 km, avec 20 bonnes fontaines. Les bonnes fontaines sont déjà achevées également à ce niveau. L'eau sort déjà dans les bonnes fontaines. Des stations de pompage ont été aussi visitées. Chacune d'elles est dotée d'un groupe électrogène qui fonctionne en attendant que l'énergie ne soit installée. C'est la commune de Rouillagbé. Et tous les villages de l'arrondissement de Ronroué
que ce soit les villages de l'ancien découpage, nouveau découpage, tous les villages qui se retrouvent dans l'arrondissement de Hongwe sont pris en charge par le SAEP de Hongwe. Si je prends le SAEP de Dahé, tous les villages, quartiers, hameaux contenus dans l'arrondissement de Dahé sont aussi desservis par le SAEP de Dahé. Il n'y a pas un village qui serait abandonné. Pendant 20 ans, les populations de ces arrondissements seront desservies. La réception des ouvrages est projetée pour le mois de juillet. Parlons à présent de la fêtière des caisses d'épargne et de crédits agricoles mutuels FESECAM Bénin qui a tenu ce vendredi sa 32e Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024. Couplé avec l'Assemblée générale extraordinaire, le rendez-vous se veut un espace d'échange et de réflexion autour des activités de la FESECAM Bénin. C'est également le lieu pour les participants de se pencher sur le bilan des activités menées et se projeter sur l'avenir. Ingrid Day pour le compte rendu. Les actions de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuelles du Bénin passées au peigne fin. Ainsi se résume la première étape des travaux de cette 32e Assemblée générale ordinaire, exercice 2024, couplée avec l'Assemblée générale extraordinaire de la FESECAM Bénin. À cette rencontre, des délégués de l'institution financière venus des 133 points de service installés sur tout le territoire national. La FESECAM Bénin a inscrit dans sa planification annuelle 2024 des activités qui visent l'atteinte des performances des différentes entités de production du réseau, notamment le renforcement du capital humain, le renforcement du mécanisme de capitalisation des caisses vulnérables, la poursuite de la digitalisation de produits épargne planifiés et des crédits spécifiques aux femmes. Malgré un contexte difficile, au 31 décembre 2024, le taux d'exécution de cette planification est globalement satisfaisant. Et je voudrais devant vous tous saluer les efforts de l'ensemble des acteurs qui ont travaillé à cette performance. Passé cette première étape dédiée aux événements importants qui ont marqué l'exercice 2024 de la FESECAM Bénin, cap sur les défis qui se profilent à l'horizon. Le plus grand reste les impayés qui persistent. Les nombreux défis qui nous attendent pour maintenir notre position sur le marché de la microfinance au Bénin sont liés à notre retard technologique et notre capacité d'adaptation à la nouvelle loi sur les institutions de microfinance. Vous avez beaucoup travaillé, mais comme on le dit, tant qu'il reste à faire, c'est que des efforts doivent se poursuivre et se renforcer. Et c'est pourquoi je saisis l'occasion pour vous inviter à faire de cette Assemblée générale un moment privilégié de réflexion sincère, de décisions courageuses et de projets audacieux. Ont également pris part à ces assises plusieurs partenaires techniques et financiers. À l'occasion, les participants ont uni leurs pensées pour rendre hommage aux membres du Creuset qui sont passés de l'autre côté du rideau. Le chef de l'État, Patrice Talon, a échangé ce vendredi avec tous les acteurs de la décentralisation, à savoir préfets, maires et secrétaires exécutifs. La rencontre qui tient lieu d'un séminaire au Palais de la Marina est consacrée à l'évaluation de la gouvernance locale et à l'examen des perspectives de la réforme de la décentralisation. Nous allons suivre un extrait de son message. L'exercice de la critique constructive que nous tenons ce jour, le président séminaire, il vous donne l'occasion, vous, élus et cadres nommés, de partager avec nous vos observations, vos motifs de satisfaction ou de déception, vos idées et suggestions en vue des améliorations pertinentes à apporter au dispositif. En somme, il s'agit de dire si la synergie voulue entre maires et secrétaires exécutifs prend corps, de relever les acquis, qu'est-ce qui a bien marché, de pointer les faiblesses et tracer les perspectives, qu'est-ce qui ne marche pas comme il faut et comment il faut les améliorer.
Le tout afin que la décentralisation joue effectivement son rôle d'éclaireur, voire de moteur du développement à la base. Je vous donne l'assurance que le gouvernement est disposé à analyser les différentes propositions qui sortiront de ce séminaire, car notre motivation est que partout dans nos communes, qu'elles soient à statut particulier, intermédiaire ou ordinaire, nos concitoyens vivent bien en ayant sur place, dans les localités où ils habitent, les réponses de qualité à leurs attentes légitimes. Mesdames et messieurs, je déclare donc ouverts nos travaux et je vous invite à être décomplexés, à discuter comme si nous étions tous de la même famille, nous le sommes d'ailleurs, comme si le mérite sera bien partagé par notre génération, tous ensemble. Parce que le Bénin, il nous appartient à nous tous ensemble, quelles que soient nos couleurs politiques. Et nous avons l'obligation de le construire pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour un développement durable, éternel du Bénin. Je vous remercie. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, dans sa prise de parole, a salué l'initiative du président de la République. Toutefois, en tant que président de la fêtière des communes, il a exprimé quelques attentes. Suivant les propos de Luc Setonji-Atropo. Les communes de notre pays, par ma voix, vous remercie pour cette belle opportunité que vous nous offrez d'échanger avec vous dans ce magnifique cadre de la salle du peuple sur les enjeux du développement local au Bénin. C'est justement le lieu de saluer l'ambitieuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui, après quelques années de mise en œuvre, porte des fruits tant au profit des communes que des acteurs que nous sommes. Nous comptons sur votre riche expérience de la gestion avec la participation des acteurs ici présents pour améliorer ces pratiques. Les maires présents à cette assise n'ont pas caché leur enthousiasme. Ils apprécient à juste titre cette démarche du président Patrice Talon qui intervient à quelques mois de la fin de son mandat. Nous allons suivre quelques-uns. Il faut dire que globalement, cette réforme est la bienvenue et elle permet de renforcer réellement la gouvernance locale au niveau de nos collectivités. Cette réforme est aujourd'hui une réponse aux différentes difficultés de nos populations. Parce que grâce aux impacts de cette réforme, les solutions sont trouvées pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous avons essayé ensemble, avec tous les acteurs de la décentralisation et le gouvernement, de voir les points forts de cette réforme. Nous avions également eu quelques points faibles, quelques faiblesses qu'il faille améliorer pour permettre à la gouvernance locale d'être véritablement au service de la population. Aujourd'hui, les 77 maires du Bénin ont été unanimes sur une chose. La réforme de la décentralisation au Bénin est un succès à nul autre pareil et il faut la rééditer, il faut la poursuivre. C'est vrai que nous avions ensemble fait le diagnostic et nous avions relevé quelques petits points à corriger. Mais de façon globale, la question donc des positionnements, la séparation des fonctions politiques et administratives, l'existence d'un secrétaire exécutif, la question du tirage au sort du secrétaire exécutif et des autres cadres, tout ça ensemble avec les maires, les membres du gouvernement et chefs d'État, nous avions validé cela, nous avions trouvé que c'était pertinent de poursuivre cela pour permettre à notre pays de continuer sa marche dans la lutte contre la corruption et la bonne gestion des finances publiques. Je crois que c'est une trouvaille formidable. C'est une réforme, cette séparation de pouvoir entre les élus et les cadres techniques n'existe nulle part. Et ça, c'est la nouveauté de notre réforme. Et c'est ça
qui amène d'autres pays à venir voir de quoi il s'agit réellement en matière de réforme de l'administration territoriale au Bénin. Il faut dire que la séance a été très belle. La séance nous a permis, nous en tant qu'élus et acteurs de développement à la base, de comprendre réellement beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et de comprendre réellement que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, veille au grain sur la mise en œuvre des différentes actions au niveau de chacune des 77 communes du Bénin. C'est véritablement un père de famille. Voilà, ce sera tout pour ce journal, mais le grand format se poursuit. Dans la deuxième partie de cette émission, nous suivrons la revue de presse hebdomadaire de Assiomo Kanya-Siangbon qui nous fera le récapitulatif de l'actualité relayée par les médias. Notre invité média, c'est une consoeur de Bénin TV, Rachida Toubiamaman. Cette brave dame viendra décrypter avec nous sur ce plateau 3 sujets brûlants de l'actualité de la semaine. Et comme je l'ai annoncé à l'entame de mon émission, l'artiste de la semaine, c'est Imran, le rossignol du septentrion. Oui, vous l'avez bien entendu, j'ai bien dit Imran. Pour ceux qui le croyaient déjà complètement hors de la scène musicale à cause d'un problème de santé qu'il a traîné sur plusieurs années, eh bien, je vous annonce que Imran est de retour et bien en forme. Il sera sur ce plateau, d'ailleurs, il nous revient avec un nouvel album. La surprise, c'est dans quelques minutes, mais tout de suite, nous allons parler du travail des enfants qui est devenu un phénomène préoccupant dans le monde. Place à notre invité de la semaine. Bonsoir Maxime Agua et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, bonsoir. Ouais. Je sais que vous avez été bousculé, vous étiez en déplacement dans le septentrion, mais vous avez accepté très rapidement de répondre à notre invitation quand même. Oui. Merci quand même. C'est moi. Vous êtes juriste, publiciste, administrateur de projets, chargé de programme du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, RESPEST, un regroupement de 136 ONG présidé par le directeur national de SOS Village d'enfants au Bénin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous un peu du RESPEST, de ce regroupement de plusieurs ONG qui accompagnent et soutiennent les enfants en situation difficile. Le RESPEST, entendez réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, est un regroupement d'ONG intervenant dans le domaine de protection de l'enfant en République du Bénin. Un réseau composé à ce jour de 136 ONG et comme vous l'avez dit, il est actuellement présidé par le directeur national de SOS Village d'enfants au Bénin, le docteur Saliman Issifou. Je suis au RESPEST comme chargé de programme de ce regroupement d'ONG-là. D'accord. C'est vrai que nous avons entendu récemment, précisément le 11 juin dernier 2025, l'OIT et l'UNICEF qui ont publié des chiffres inquiétants. Près de 138 millions d'enfants à travers le monde ont été contraints au travail en 2024. Parmi eux, c'est que 4 millions ont effectué des travaux dangereux, susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité et leur développement. Que vous inspirent ces chiffres ? Ces chiffres, permettez que je le dise ainsi, sont effroyables, tout simplement. C'est des chiffres, je dirais, inquiétants pour les hommes d'État, dans un premier temps, et au niveau infra pour les responsables que nous sommes, pères de famille, parce qu'un enfant ne choisit pas de venir. On le fait venir et il faut l'entourer des conditions lui permettant de pouvoir développer ses potentiels, s'épanouir et jouir de ses droits élémentaires. Au Bénin, la question, je dirais, la problématique de la protection des enfants relativement au travail des enfants nous préoccupe à plus d'un titre. Les autorités à divers niveaux ont mené et continuent de mener des combats louables. Évidemment, les OSC, entendez les organisations de la société civile, s'entend, à leur côté. Nous avons engrangé des chiffres encourageants, puisque les enquêtes de Mix nous ont donné des chiffres, somme toute, louables, en ce sens que nous étions à 52,9% d'enfants livrés au travail en 2024. D'accord. En 2000,
14, j'allais dire. C'est ça. En 2022, nous nous sommes retrouvés à 19,9%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons fait un bond considérable. Mais tenez-vous bien, il y a encore du boulot. C'est clair. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des secteurs qui, somme toute, nous préoccupent plus ou moins. Le secteur, par exemple, des BTP, où on retrouve des enfants chez nous. Ouais. Nous avons également des secteurs comme le travail des vulgarisateurs. On retrouve des enfants qui sont livrés à la prostitution. Je signale à toutes fins utiles que le Bénin est parti à un certain nombre d'instruments internationaux que nous avons ratifiés. La Convention 139 qui limite l'âge d'admission au travail à 14 ans et la Convention 182 qui fixe, je dirais, un certain nombre de travail qui sont considérés comme dangereux. Et ces textes ratifiés, internalisés, ont donné lieu aux législateurs béninois relativement à la loi 2015-08 portant Code de l'enfant au Bénin en son article 210. Je disais tantôt que le législateur a clairement prévu et proscrit le travail des enfants au Bénin. Oui, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, bien qu'on sache que le travail des enfants est reculé de 50% au début du siècle, le monde n'a pas réussi à atteindre les objectifs d'élimination fixés. Qu'est-ce qui a manqué ou n'a pas été convenablement fait à un moment donné pour que le nouveau rapport donne des chiffres aussi inquiétants? Le nouveau rapport donne des chiffres inquiétants simplement parce qu'il y a eu des crises à travers le monde. Vous conviendrez avec moi qu'avec les guerres, ici et là, les familles sont disloquées, les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils sont voués à la mendicité. Et il faut qu'ils se prennent en charge. Ceci étant, ils sont, je dirais, plus ou moins obligés de se retrouver dans des situations où, sans doute, ils sont appelés à travailler. Mais alors, ceux qui ont la responsabilité de ces enfants, d'une manière ou d'une autre, sont interpellés plus que jamais. Il y a d'autres défis qu'il faut que les enfants de plus en plus se sont retrouvés ou se retrouvent, j'allais dire, à travailler. Covid-19 a été une période, somme toute, difficile pour tout le monde. Ouais. Et Covid-19 a donné l'occasion à beaucoup des enfants de se retrouver livrés à eux-mêmes dans la rue et livrés aux travaux. Ouais. Quelle est la part de responsabilité des gouvernants? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des gouvernants. Lorsque nous savons que des millions d'enfants se voient privés de leurs droits fondamentaux, notamment celui lié à l'éducation et à la sécurité sociale. Je signale à toutes fins utiles qu'au plan institutionnel, l'État est le premier responsable de l'effectivité des droits des enfants. Chez nous, au Bénin, il y a eu des efforts considérables visant justement à reculer les limites des travaux des enfants au Bénin. Les chiffres sont suffisamment édifiants, mais disons qu'il y a encore des efforts à consentir. Alors, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. La campagne Tolérance Zéro contre les pires formes de travail d'enfants. Nous avons le comité directeur national de lutte contre justement les pires formes des travaux d'enfants au Bénin. Ces efforts conjugués avec ce que les organisations de la société civile font, en l'occurrence, nous ont donné ces chiffres pour lesquels nous sommes plus que jamais engagés, je dirais, à cheval. Parce que tant qu'il reste à faire, il va sans dire qu'il faut poursuivre les efforts. Les efforts, oui. On sait que la place des enfants est à l'école et non au travail. C'est d'ailleurs le combat commun de l'OIT et de l'UNICEF. Les chiffres ont surtout gonflé entre 2016 et 2020. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette période et comment y remédier? Alors, les chiffres ont gonflé simplement parce que je l'ai dit tantôt, nous avons connu un certain nombre de crises qui n'ont pas facilité la vie de manière générale aux ménages et en particulier aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir le cap, il faut maintenir la veille. L'État doit davantage mouiller le maillot, évidemment, les OSC également. Et je pense, pour ma part, que nous sommes sur la bonne voie. Les enfants à l'école, les adultes au travail. Les enfants à l'école, mais il faut les maintenir. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises par le gouvernement et qui donnent l'occasion aux enfants d'avoir à tout le moins un repas chaud à l'école.
Et c'est justement des initiatives qui encouragent, je dirais, les enfants à rester dans le système éducatif et à atteindre un seuil, je dirais, d'achèvement encourageant. C'est ça. On sait que l'Afrique subsaharienne reste quant à elle la région la plus touchée, comptabilisant près des 2/3 des cas, des cas à travers le monde, soit près de 97 millions d'enfants, bien que la prévalence est légèrement baissée, passant de 24% à 22%. Le nombre total d'enfants astreints au travail n'a pas diminué pour autant. Est-ce que ce sont les systèmes gouvernementaux qui ont failli? Dites-nous réellement comment on peut cerner le problème dans sa globalité. Les crises récurrentes auxquelles nous sommes exposés, parlant de la situation sécuritaire somme toute difficile de la sous-région, ne sont pas des choses à faciliter le travail des acteurs de protection que nous sommes. Il n'en demeure pas moins que nous sommes plus que jamais, je l'ai dit tantôt, engagés sur la question. Il faut qu'on fasse réellement face à un certain nombre de défis. Le défi de maintien des enfants à l'école, le défi d'encadrer les enfants pour leur permettre de jouir effectivement de leurs droits fondamentaux. L'éducation, la santé, le loisir, qui est un droit fondamental. Les enfants qui n'ont pas eu l'occasion de jouer fondamentalement, voyez-vous, ils sont rattrapés avec le temps, ils finissent toujours par jouer. Ouais. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, dites-moi qui vous hantez et je vous dirai qui vous êtes. J'ai envie de paraphraser ce penseur pour dire simplement, dites-moi comment vous prenez soin de vos enfants et je vous dirai quel genre de citoyen vous aurez demain et dans quel type de société vous vivrez. Ça va. On sait que de façon claire, dites-nous, quels sont les risques réels liés au travail des enfants, surtout sur leur santé et l'avenir des enfants? Écoutez, un enfant qui est livré à lui-même et qui s'est retrouvé à travailler malgré lui, eh bien, sa santé est compromise. Sa santé physique, parce qu'il est démontré que sa croissance sur le plan physique pose le problème. Moral, évidemment. Quelqu'un a dit, quand vous donnez l'occasion à un enfant de rentrer en contact avec de l'argent, à qui mieux, cet enfant devient insolent. Ce n'est pas quelque chose qui, somme toute, facilite, je vais dire, sa croissance psychologique. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, l'article 210 du Code de l'enfant, la loi 2015-08, dit clairement que toute forme d'abus d'enfant qui entre dans le cadre de son exploitation économique est proscrite et sanctionnée. Le rapport conjoint OIT-UNICEF est porteur d'espoir quand même si le tableau n'est pas si reluisant que ça. Des propositions sont faites. Quels sont donc les leviers sur lesquels les autorités peuvent jouer aujourd'hui pour renverser cette tendance et offrir un meilleur avenir aux enfants? Le Bénin, je l'ai dit tantôt, n'a pas à rougir des efforts qu'il a consentis jusqu'ici. Il n'en demeure pas moins que nous avons également des chantiers qui sont ouverts. Nous nous battons depuis un certain temps et le processus est engagé pour la ratification de la Convention C-129 sur l'inspection des milieux agricoles parce que justement c'est un secteur dans lequel beaucoup d'enfants sont abusés. C'est clair. Voilà. Nous avons également la Convention C-189 où il est question ici de permettre à l'État d'aller jeter un coup d'œil sur le sort qui est réservé aux travailleuses et travailleurs domestiques que nous appelons communément domestiques. Oui. Alors, ces deux ratifications-là, si elles advenaient, eh bien, elles vont davantage nous donner l'occasion de faire reculer les limites des travaux des enfants au Bénin. Voilà. Plusieurs fois, vous êtes revenu sur les mesures prises par le gouvernement du Bénin. Maintenant, j'aimerais bien vous demander les préconisations pour améliorer les dispositifs déjà mis en place afin d'offrir de meilleures perspectives aux enfants au Bénin. Nous avons une volonté politique, je dirais, affichée. Qu'il vous souvienne que le chef de l'État, dernièrement, à l'occasion d'une de ces rencontres officielles, a demandé aux acteurs je dirais, du secteur je crois, chambre de commerce ou que sais-je, ou les syndicats, pour leur dire, écoutez, il va falloir que chacun déclare
c'est domestique. Histoire de dire que chacun fasse et tienne ses promesses en termes d'engagement pour le respect des droits des travailleurs. Cette volonté politique-là, évidemment, nous la saluons et j'ai dit nous sommes dans une logique d'amener l'État à ratifier les 2 conventions que je viens de citer tout à l'heure. Nous avons un certain nombre d'instruments au plan national qui doivent être accompagnés par des plans d'action. Parce qu'une vision, un programme qui n'est pas implémenté reste lettre morte. C'est clair. J'ai parlé tantôt du comité directeur national de lutte contre les pires formes de travail d'enfants au Bénin. Ce comité doit avoir les moyens de sa politique et pouvoir engranger des résultats probants. Je m'en voudrais de ne pas dire que des efforts sont consentis véritablement par le ministère en charge du travail et le ministère en charge des affaires sociales, parce que nous travaillons avec ces 2 ministères, en l'occurrence, sur les questions liées à la protection des enfants au Bénin. Voilà. Des conseils aux parents, puisque vous avez parlé justement de la famille tout à l'heure, des conseils aux parents et aux patrons d'ateliers aussi, et même de fermes qui utilisent ces enfants. Des conseils aux parents, je m'en voudrais de ne pas leur souhaiter bonne fête. Bonne fête au père. Bonne fête au père. Ouais. Ne soyons pas géniteurs, soyons également père et papa avec toutes les responsabilités que cela requiert. Je voudrais interpeller les parents d'enfants pour leur dire, vous faites venir au monde un enfant, vous devez de lui donner les moyens de sa réalisation pleine et entière. C'est très important. Quelqu'un a dit, l'enfant est le père de l'homme. Oui, il est le père de l'homme. Si vous ne chargez pas vos enfants d'affection, vous vous retrouverez enfants et eux en position d'homme. En ce moment-là, le retour n'est pas évident. Je n'en dirai pas plus. Merci à vous, Maxime Agoa. Je rappelle que vous êtes juriste publiciste, administrateur de projet, chargé de programme du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, RESPESD, un regroupement de 136 ONG présidé par le directeur national de SOS Village d'enfants au Bénin. Merci pour ce que vous faites pour les enfants. C'est moi. Merci infiniment pour les Bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons à présent faire le récapitulatif de l'actualité relayée par les médias cette semaine. C'est à travers la revue de presse hebdomadaire, une réalisation de Asio-Mokani Asiangbon. Et juste après, on se retrouve avec notre invité média, Rachidatou Biomama. Suivant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la revue de presse hebdomadaire. L'essentiel de l'actualité vécue la semaine qui s'achève dans cette revue de presse hebdomadaire. Et comme l'écrivait La Nation du jeudi, à l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international pour le bien-être commun. Ainsi postule la vision nationale de développement à long terme du pays dont le projet de loi est transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Ce document stratégique de planification s'inscrit dans une démarche de consolidation des acquis de la vision 2025 à l'AFIA tout en intégrant les nouveaux défis et enjeux de développement du pays pour explorer les futurs possibles et éclairer les décisions de l'État. Et parlant de cap sur un avenir radieux et prospère, le matinal indiquait que la démarche adoptée pour conduire le processus a reposé sur les étapes essentielles telles que la construction de la base de l'étude, une analyse approfondie des défis structurels, la construction des scénarios prospectifs, une étape de détermination des futurs plausibles du système Bénin, la formulation de la vision, le futur souhaité pour le Bénin à l'horizon 2060, la définition des orientations stratégiques et l'élaboration du dispositif de mise en œuvre. Fraternité soulignait que déclinée en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques, la vision Bénin 2060 constitue un cadre dynamique et évolutif
apte à s'ajuster aux mutations à venir. Elle servira de référence à l'ensemble des politiques publiques et documents de planification en accord avec les dispositions de la loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Le Conseil des ministres a instruit les ministres en charge du développement et de la justice de veiller au bon déroulement du processus législatif, a poursuivi le journal. Et autre actualité de la semaine, selon La Nation du vendredi, consciente que la qualité d'un processus électoral repose en grande partie sur la compétence de ses acteurs, la Commission électorale nationale autonome ne cesse de réfléchir à des moyens efficaces pour améliorer le niveau de préparation des compétitions électorales. C'est dans cette dynamique qu'elle a conçu une plateforme numérique innovante et inclusive accessible via l'adresse e-learning.sena.bj. Cette nouvelle plateforme entend offrir un accès flexible, permanent et équitable à des modules de formation de haute qualité à l'ensemble des parties prenantes du processus électoral. Bénin Intelligent notait que la Sénat a réaffirmé son engagement à rester fidèle à sa mission. De ce fait, elle rassure qu'au fil du temps, de nouveaux modules seront intégrés à la plateforme. Ils permettront d'élargir l'éventail des connaissances transmises aux visiteurs. Fraternité expliquait que l'objectif est de former de manière continue et à distance les représentants des partis politiques, les membres de la société civile, les journalistes, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les simples citoyens désireux de mieux comprendre le fonctionnement de la démocratie électorale au Bénin. La plateforme propose des modules pédagogiques adaptés en lien direct avec le code électoral. Elle est conçue pour offrir un accès flexible, permanent et équitable à des contenus de qualité. Elle est aussi évolutive, selon les responsables de la Sénat, qui prévoit d'enrichir son contenu au fil du temps. Pour pallier les difficultés d'accès à Internet dans certaines localités, des missions itinérantes de formation seront déployées dans les zones rurales. Une démarche inclusive qui vise à garantir une appropriation collective des règles électorales par toutes les couches sociales. Le leader du jour ajoutera que l'institution électorale entend poursuivre dans cet élan de digitalisation avec la mise à disposition prochaine d'une autre plateforme aux partis politiques. Dans la suite, le gouvernement a autorisé depuis quelques jours, pointait La Nation du mardi, la mission de maîtrise d'œuvre du Centre technique agroalimentaire au Bénin. Cet acte qui renforce le tissu industriel constitue un atout majeur pour le secteur agroalimentaire. Le centre aura pour mission de renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires et industrielles béninoises, d'instituer le respect des normes de qualité et d'hygiène, de combler l'insuffisance en équipements techniques modernes afin d'accroître les capacités d'exploitation. De même, il offrira des services de conseil, d'assistance technique, d'études, de formation et d'appui technique aux acteurs des filières agroalimentaires et de l'emballage, avec pour ambition d'optimiser le taux d'intégration de l'économie nationale en exploitant les recommandations du cabinet commis à cette mission. Le week-end écoulé a été un long week-end au point d'amener le billetiste de Fraternité à se poser une question. Aimons-nous Dieu ou les vacances? Il s'étonnait de ce que le long week-end écoulé, ce soit deux fêtes religieuses doublées d'une fête identitaire qui ont créé les conditions d'un repos sabbatique attendu avec impatience depuis le début de l'année civile, pas pour des raisons bibliques. Et l'autre interrogation, c'est Dieu a-t-il des raisons d'être fier de ses enfants lorsqu'il multiplie les prétextes pour se reposer en son nom au lieu de travailler à améliorer leurs conditions de vie telles qu'il l'a recommandé? En tout cas, faisait observer le billet, Dieu n'attend pas d'être glorifié juste pour la forme. D'ailleurs, il enseigne que quiconque se réclame vraiment de lui doit cesser de croire aux mirages. C'est l'homme lui-même qui s'acharne à produire des miracles par le travail pour ensuite attribuer à Dieu tout le mérite des magnifiques œuvres qu'il a accomplies. La vérité, si je mens, suggérait le billetiste.
Fin de la revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Elle illumine déjà notre plateau avec son large sourire, mais ne vous fiez surtout pas à son air innocent. Elle sait être critique et très acerbe quand elle le veut. C'est l'une des professionnels des médias les plus adulés de Bénin TV. Bonsoir Rachida Toubion. Bonsoir Ulrich, comment allez-vous? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation et j'espère que vous avez bien souhaité une bonne fête des pères à votre mari avant de venir. C'est tout à fait normal, hein? Mon mari est un père responsable, donc je lui souhaite en Mondovision là maintenant, une fois encore, une très bonne fête des pères et à ces pères qui sont des missionnaires, qui sont irresponsables et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans notre société. À ces pères des missionnaires, je leur dis qu'il est temps, n'est-ce pas, de retrouver la raison et de s'impliquer vraiment dans l'éducation des enfants parce qu'un père absent, ça crée tellement de dégâts dans la vie d'un enfant et donc il faut soutenir les mamans. Une famille, c'est un père, c'est une mère, c'est les deux ensemble qui éduquent l'enfant et forcément quand les deux se mettent ensemble, quand ils unissent leurs forces, l'éducation de l'enfant est réussie, mais quand il y a un maillon futile, un maillon fort de la chaîne qui fait défaut, franchement ça n'est pas bien. Et je vais citer ce célèbre homme, ce célèbre on va dire acteur qui dit ceci, Denzel Washington: si tous les papas s'impliquaient dans la vie de leurs enfants, il y aurait moins de délinquants, il y aurait moins d'enfants dans la rue. Vous l'avez, les faits parlent d'eux-mêmes. J'avais dit qu'elle sait être critique et acerbe quand elle le veut. Ce qui est certain, elle a aussi un large sourire. Rachida Toubion, nous allons faire le décryptage de l'actualité de la semaine. Et comme d'habitude, 3 sujets de la semaine. Premier sujet pour vous. Je cite: « Je n'aurais certainement plus cette réunion avec vous ». C'est la phrase que plusieurs personnes ont retenue de la rencontre tenue ce vendredi avec les maires, les secrétaires exécutifs, les préfets. Une réunion qui a surtout débattu des réformes liées à la décentralisation au Bénin. Avant de faire le bilan de ces réformes, le président vient une fois encore de notifier son départ en 2026, contrairement aux rumeurs d'un probable 3e mandat. Non, est-ce qu'il faut encore douter? Pourquoi ce sourire avant de répondre? Non, mais c'est une grosse question. Moi, j'ai suivi en tout cas les interventions du chef de l'État. C'est des propos, on va dire, empreints d'émotion, il faut le dire franchement. Et il n'a pas eu tort déjà d'entrée de jeu, il n'a pas eu tort de dire que c'est probablement l'une des dernières fois qu'il rencontre toute cette classe politique réunie en un même endroit. Vous le savez, le riche 2026 n'est pas loin. Et même s'il rencontre, il pourrait y avoir, ce ne sera pas sans doute avec ces mêmes maires, ce sera sans doute avec d'autres maires. Maintenant, est-ce que ces propos-là sont le signe que le président Patrice Talon va partir, qui ne briguera pas un 3e mandat, comme vous le dites. Écoutez, je pense que les positions, ça dépend de quelles lunettes déjà l'on lit ce message. Et moi, je voudrais dire en réalité, Ulrich, l'histoire même politique en Afrique regorge tellement d'exemples que je comprends parfois certains qui sont dubitatifs. Vous avez vu au Sénégal, que n'a-t-il pas dit en réalité? C'est un monsieur qui est un grand homme, un intellectuel, un chef d'État. Il a dit ceci: je l'ai dit et je me dédie. Sans aucune honte, il a dit. Quand nous quittons le Sénégal et nous allons en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à un moment donné, l'a dit devant la presse internationale, il a dit: je vais partir, je vais permettre, n'est-ce pas, à la jeunesse de faire aussi son expérience du pouvoir. Alors, nous savons où nous en sommes aujourd'hui, le riche. Il y a encore des envies, n'est-ce pas, de briguer un 4e mandat. Quand nous venons aussi au Bénin, le président Patrice Talon, malgré tout ce qu'il a fait à la tête de ce pays, il a dit: je ferai de mon mandat unique une exigence morale. On a vu à un moment donné un second mandat. Donc je comprends un peu ceux qui sont dubitatifs. Mais
je reste convaincu que le président de la République est un légaliste, c'est un monsieur respectueux, on va dire, des tests qu'ensemble nous nous sommes dotés. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'est sous son mandat qu'on a modifié la Constitution et qu'on a dit que nul ne peut exercer de sa vie plus de 2 mandats à la tête du Bénin. Voilà, il a toujours été formel. Donc moi, les propos n'engagent que ceux qui les écoutent. Moi, je ne m'en tiens pas forcément aux propos du chef de l'État. Je m'en tiens juste à l'homme respectueux des tests qu'ensemble nous nous sommes établis. Et je me dis que, soucieux de faire respecter ces tests, il ne sera pas le premier, on va dire, à dérober, n'est-ce pas, à l'exigence de ces tests. Moi, je suis convaincu, en tout cas, que le président Patrice Talon, il partira comme c'est dit dans nos tests, parce que c'est un homme, depuis qu'il est venu à la tête de ce pays, vous le savez, il y avait beaucoup de tests qui étaient rangés dans le tiroir. Il a dépoussiéré ces tests-là, et donc je suis convaincu qu'il partira, pas à cause de ses propos, mais simplement parce que c'est ce que dit notre Constitution. Ouais. Revenons aux réformes de la décentralisation. Le chef de l'État a insisté sur l'importance de ces mesures pour améliorer le développement à la base avec une nette démarcation entre le pouvoir local et exécuté bien évidemment par le maire et la dynamique administrative assurée par le secrétaire exécutif. Selon vous, doit-on parler d'un fulgurant succès ou de succès mitigé? Fulgurant succès, non, assurément non, à moins d'être, de ne pas être intellectuellement honnête, non. C'est pas un fulgurant succès. Succès mitigé, oui, oui. Parlant de cette réforme, il y a à manger, à boire si on devait s'épiloguer sur cette réforme. Ce qui est sûr, il faut retenir que la vision était bonne. La vision était bonne au départ. On a connu quoi? On a connu une administration communale complètement politisée, où il y avait mauvaise gouvernance, où il y avait ralentissement dans la gestion, on va dire, hein, des affaires des différentes localités. On a connu une administration où la mauvaise gestion faisait que le maire tout-puissant confondait un peu on va dire, la caisse de la commune à sa propre poche. Il y a tellement de choses dans ce secteur que cette vision, cette réforme était attendue, elle était espérée. On l'a voulu, on l'a implémentée, on l'a mise en œuvre. Mais c'est heureux qu'aujourd'hui, il y ait un séminaire d'évaluation parce que ça veut dire aussi que de l'autre côté, le gouvernement est conscient de ce que ça n'a pas été parfait sur toute la ligne. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été, il y a beaucoup de choses qui franchement, qui n'ont pas été mises en œuvre comme il faut. Quand vous prenez par exemple notamment cette réforme qui a amené l'avènement des secrétaires exécutifs, on a vu, on va dire, les démissions en cascade, on a vu les conflits d'intérêts, on a vu les conflits d'attribution, on a vu tellement de choses, il y a tellement de choses à dire sur cette réforme et je dirais que les attentes n'ont pas été comblées, mais tout de même, il fallait le faire et aujourd'hui, on a l'occasion, n'est-ce pas, de tirer les leçons, on va dire, de la mise en œuvre de cette réforme et d'aviser pour la suite. Ouais. Deuxième sujet pour vous, un nouveau plan de développement à l'horizon 2060 est annoncé. Le gouvernement du président Patrice Talon fait la caricature du Bénin dans 35 ans. Quel est l'objectif de ce plan de développement pour 2060 ? Alors, Vision Bénin 2060, je pense, hein, pour ce que j'ai entendu et pour ce que j'ai lu, c'est la vision, on va dire, d'un Bénin prospère. C'est la vision d'un Bénin de bonne gouvernance. Oui. C'est la vision d'un Bénin de paix. C'est également la vision d'un Bénin de rayonnement culturel et également international. C'est finalement, en gros, il faut dire que c'est la vision d'un Bénin qui a en partage le bien-être commun. Et Vision Bénin 2060, en réalité, projette le Bénin vers des lendemains meilleurs et c'est une noble ambition. Ouais. On sait que c'est un rêve ambitieux, comme vous l'avez dit, mais on sait aussi que plusieurs régimes vont se succéder et chaque régime peut définir son propre plan d'action de gouvernance. Quelles sont les chances de concrétisation de ce rêve pour 2060 ? Alors, les chances, je pense que Vision Bénin 2060 ne connaîtra pas le même sort que Alafia Bénin. Bénin Alafia 2025. Bénin Alafia 2025. Pourquoi? Parce que déjà, pour mettre en œuvre Vision,
Bénin 2060, il a fallu évaluer, n'est-ce pas, ce qu'a été Alafia Bénin Alafia 2025. On a tiré les leçons, n'est-ce pas, de cet outil qui était censé propulser le Bénin vers un développement certain. Là, déjà, c'est un bon point. On a vraiment tiré les leçons et on a compris qu'il faut désormais une méthodologie inclusive et participative, qui tienne compte des aspirations réelles des peuples. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a questionné les Béninois. L'Institut national de la statistique et de la démographie a questionné. Il y a eu des échantillons, n'est-ce pas, des Béninois, de Béninois qu'on a questionnés. On leur a demandé quelles sont leurs aspirations sur plusieurs domaines, la santé, l'éducation, la sécurité, l'emploi et autres. Ils ont donc donné ces citoyens-là ont donné leur approche, n'est-ce pas, d'un Bénin futur dans lequel les uns et les autres se sentent bien, un Bénin dans lequel vous et moi, il riche, on se sent épanoui, on vit à notre aise, un Bénin qui nous sécurise, on va dire, à tout point de vue. Donc je pense que, parlant de cette démarche, c'est une démarche vraiment qui augure, qui permet de dire que Vision Bénin 2060 ne connaîtra pas le même sort que l'outil précédent. Qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi questionné les anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, on a aussi, et autres, on a aussi questionné les anciens présidents d'institutions. Donc sur cette base, on peut se dire, oui, on tient peut-être le bon bout. Et l'autre point qu'il est aussi important de noter, Ulrich, c'est que on a eu affaire à une expertise, on va dire, 100% béninoise. On a consulté vraiment des experts béninois qui connaissent nos réalités. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut espérer, n'est-ce pas, que Bénin Vision 2060, c'est la vision d'un Bénin tel que les citoyens le souhaitent. Ouais, inclusif. Voilà, tel que les citoyens le souhaitent. Donc, il y a vraiment des balises autour de cet outil de développement qui, moi, me font dire aujourd'hui qu'on peut être optimiste. Les chances, n'est-ce pas, sont énormes. Et aujourd'hui, le cadre législatif aussi est en train d'être tracé. Le document a d'ailleurs été envoyé à l'Assemblée nationale pour examen. Et on imagine qu'on ne commettra pas la même erreur que celle qu'on a commise avec l'outil précédent. On imagine bien qu'il y aura un cadre bien tracé et qui permettra, n'est-ce pas, à chaque régime qui vient au pouvoir de savoir qu'on a une boussole, et cette boussole, il faut impérativement la suivre. Ouais. Et que dira l'heure de la vision à la FIA 2025 qui s'achève? Est-ce qu'on fait un peu comme au basketball, à la poubelle, c'est ça? Bah oui, ce qui est sûr, c'est un outil qu'on a utilisé durant plusieurs années. Aujourd'hui, qui a Vision Bénin 2060, forcément, à la FIA Bénin 2025 sera rangé dans les tiroirs. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on va tirer leçon, n'est-ce pas, de ce qui a marché au niveau de la FIA Bénin 2025. Et voilà, ce qui a été bien fait. Et on va essayer, n'est-ce pas, de faire en sorte que Vision Bénin 2060 puisse marcher. Ce qu'il faut retenir, c'est que à la FIA Bénin 2025 n'a pas réellement comblé les attentes. Ça a été bien pensé. Mais à l'arrivée, on s'est rendu compte que ça n'a pas comblé les attentes. Ça a favorisé, on va dire, une certaine discontinuité dans l'action gouvernementale. À chaque régime, qu'est-ce qu'on fait? On reprenait tout à zéro, on recommençait. Il y avait comme une sorte de rétro-pédalage. Et donc, on s'est rendu compte qu'en réalité, le dispositif de mise en œuvre qui prévoyait en réalité de décliner en plans nationaux de développement les objectifs de cet outil de développement n'a pas été rigoureusement respecté. Pas du tout, ça n'a pas été rigoureusement respecté. Tenez par exemple, le premier plan national de développement qui a été élaboré conformément à ce que prévoyait cet outil a été fait en 2018. Regardez vous-même l'écart. Donc, partant de ce fait, dès lors que ce sur quoi on s'est entendu n'a pas été vraiment respecté, vous comprenez donc les balbutiements qu'on a notés à ce niveau. Et il faut ajouter aussi que
il y avait une existence d'un cadre législatif assez bien tracé. Il n'y a pas eu, par exemple, le vote d'une loi cadre sur la planification de développement et l'évaluation aussi, l'évaluation, bien sûr, des politiques publiques. Il n'y a pas eu ça. Et donc, franchement, on a erré de régime en régime. C'était, on reprenait... Un éternel recommencement. Et franchement, cela n'a pas arrangé les affaires. Et il faut finalement aussi reconnaître que Alafia Bénin 2025 la dissémination de cet outil par le public n'a pas été vraiment, on va dire, efficace. Parce que qu'est-ce que nous savons finalement, nous les Béninois, qu'est-ce que nous savons finalement de cet outil? Nous n'en savons pas grand-chose. Même vous, Ulrich, même moi qui suis là, qu'est-ce que nous en savons? Est-ce qu'on a expliqué vraiment la chose aux Béninois pour que les citoyens qui est à Tchoumi, qui est à Basila chez moi ou qui est à Bouka chez moi puissent se sentir vraiment, puissent se l'approprier. On ne l'a pas fait, donc voilà, ça a été ce que ça a été. Espérons que Vision Bénin 2060 permette à chacun des Béninois de vivre bien et donc d'atteindre, on va dire, un épanouissement personnel, parce que finalement, tous ces outils-là servent à quoi si, en fin de compte, les Béninois souffrent, ne mangent pas à leur faim. C'est ça. Espérons vivement que chaque régime qui passera tiendra compte de cette boussole nationale. Et c'est justement pour ça que le cadre législatif est important. Parce que dans le cadre législatif, qu'est-ce qu'on va faire? Le cadre législatif va aboutir au vote d'une loi cadre. Une loi cadre qui stipule clairement que la vision nationale, n'est-ce pas, est inclus dans cet outil, et donc tous les régimes qui viennent ne peuvent pas s'y soustraire. On est obligé de suivre la ligne qu'ensemble on s'est donnée, et c'est pour ça que moi je dis que Vision Bénin 2060 vraiment a de beaux jours devant lui, mais attendons de voir. Attendons de voir. Et on fait un troisième sujet pour vous, Rachida Biomama. Je sais que là, vous serez assez assiable. Bon, je l'ai dit déjà. L'alcool devenu le loisir des adolescents et des jeunes dans plusieurs communes du Bénin. Nous avons suivi l'alerte donnée par le maire de Matéri cette semaine sur l'alcool qui décime la jeunesse béninoise. On dirait que l'alcool est devenu le loisir par excellence des adolescents et des jeunes. Pourquoi? C'est un drame. C'est un drame qui se joue sous nos yeux, et le silence parfois de certaines autorités, franchement, est condamnable, parce qu'on a toute une jeunesse qui est en train d'être décimée dans une partie du Bénin, même si c'est vrai qu'il y a plusieurs localités aussi qui le vivent, mais précisément dans ces localités, vous avez Matéri, vous avez Tangueta, il y a plein de localités qui le vivent aujourd'hui. C'est un drame. Je vous dis, nous sommes allés tourner une fois à Matéri, mais c'est des, excusez-moi l'expression, c'est des gloglos, comme on dit souvent. C'est des, en fait, c'est de petits coins où vous les voyez jusqu'à 4 h du matin, jusqu'à 5 h du matin. Vous en voyez qui viennent à 6 h, qui ont soif d'alcool. C'est un drame, franchement. Ce qui se vit dans ces communes n'a pas de nom. Et je comprends le coup de gueule. Ce n'est pas que l'apanage de Matéri, il y a beaucoup d'autres communes également. Oui, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut louer le courage, il faut louer l'audace, il faut louer la ténacité, la persévérance de ce maire qui aujourd'hui en appelle à la conscience collective. C'est ça. Un appel à la conscience collective. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui explique cela? Je peux dire, je sais pas, on peut dire le chômage. Le chômage. On peut dire le chômage. On peut, oui. Est-ce que le chômage encourage véritablement le phénomène? On peut dire le chômage, on peut dire l'oisiveté, on peut dire aussi la paresse d'une certaine jeunesse qui aujourd'hui ne peut plus faire d'efforts, ne veut plus faire d'efforts, parce que finalement, qu'est-ce qu'on obtient sans effort, mon cher Ulrich? On n'obtient rien sans effort. Vous, dans le métier que vous faites, il vous faut parfois vous lever à 5 h du matin pour venir au boulot. À 6 h, on n'obtient rien gratuitement. On a une jeunesse en réalité qui, sous prétexte qu'il n'y a pas de l'emploi, croise les bras, observe, attend tout de l'État central, attend tout de l'État décentralisé et se dit il n'y a pas du boulot. Mais on trouve quand même de l'argent, même si c'est pas, même si c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de quoi? On parle de l'alcool frelaté. Ce n'est même pas, enfin l'alcool c'est pas bon, mais cet alcool-là qui décime cette jeunesse, surtout dans ces localités, c'est de l'alcool frelaté. Absolument.
fait avec des matières, mais vraiment qui détruisent la santé. C'est l'alcool qui circule aussi, lié à la barbe des autorités. Il y a quand même des autorités qui sont là pour pouvoir justement réguler le passage et la commercialisation de ces produits. Mais très souvent, ça circule au nez à la barbe de tout le monde. Oui, mais c'est ce que je dis. Il y a un silence coupable. Il y a un silence coupable parce que, disons-le clairement, il y a sans doute de l'argent qui circule. Et donc, il y en a qui ferment les yeux, qui voient mais qui ne disent rien. Parce que moi, maire d'une commune, moi, autorité d'une localité, par exemple, qui suis consciente en tant qu'autorité qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma localité, qu'est-ce que je fais? Il faut décourager ça avec la dernière vigueur. Mais en réalité, ces personnes qui commercialisent ces différents alcools, qui déciment la jeunesse, ont des, je sais pas, des ententes, disons-le clairement, parce qu'on l'a entendu. Ces personnes, elles ont des ententes avec certaines personnes qui ferment les yeux, qui refusent de voir, qui ne sanctionnent pas comme il faut. Et donc, du coup, c'est notre jeunesse qui en souffre. Qu'est-ce que ça coûte de faire des descentes et de fermer ces endroits? J'avais même fait une descente entre-temps à Condé où un ami m'a amené dans un Tchukutu drop juste pour découvrir quelque chose. Et ça m'a fait sourire, bien que cela fasse mal, parce que je me dis, c'est assez difficile. Je lis sur le mur, là, à l'intérieur de la cabane, là où on prend le Tchukutu, et puis c'est écrit, l'alcool nous permet d'oublier, mais nous n'oublions jamais de boire. Mais ça m'a paru tellement bizarre. Est-ce que ce n'est pas là une forme d'encourager l'addiction? Oui, mais clairement, la phrase que vous citez tout à l'heure le dit clairement. Mais qu'est-ce qui vous étonne, Ulrich? Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur, il est tranquille, c'est l'oseille. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'argent, il fait son commerce. Donc, de voir cette citation dans son, comme vous le dites si bien, dans son Tchukutu drum, ça n'a rien d'étonnant. Parce qu'en réalité, si les jeunes ne viennent pas, est-ce que lui va vendre? Et quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il veut? Sinon faire du profit sur ce drame. Franchement, il faut décourager ça. Et je pense aussi que l'État, au plus haut sommet de l'État, je pense qu'au plus haut sommet de l'État, voilà, on devrait aussi prendre les décisions courageuses qu'il faut. Justement, comment faire pour ramener la jeunesse béninoise à une véritable prise de conscience? Je pense que ça doit aussi déjà commencer par les parents. Il faut déjà que les parents prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, sous prétexte que la vie coûte cher, sous prétexte que on a du mal à joindre des deux bouts, il y a plein de parents qui sont démissionnaires. Parce que moi, en tant que parent, j'imagine mal mon garçon circuler dans ces bars. Les parents doivent prendre leurs responsabilités et parler aussi aux enfants. Il faut parler aux enfants, il faut les entendre. Parce que les enfants, en réalité, aujourd'hui, les enfants vivent beaucoup de choses qu'ils gardent pour eux-mêmes. Il faut entendre les enfants, il faut les écouter, il faut échanger avec eux. Parce qu'il y a aujourd'hui une forme de dépression qui circule et qui fait que beaucoup de jeunes sont mal intérieurement. Et donc, quand ils sont mal intérieurement, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent refuge dans l'alcool, dans la drogue, j'allais dire. Dans les substances. Donc, il faut écouter les enfants, il faut leur parler. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Et dès lors que vous voyez ces signaux, si vous sentez qu'à votre niveau, vous n'y pouvez rien, il faut demander de l'aide. C'est important parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans ces localités, c'est un drame qui ne dit pas son nom. Et il faut vraiment trouver des solutions pour s'en sortir. Il faut que les parents jouent convenablement leur rôle aujourd'hui. Et rigoureusement. Et rigoureusement, il le faut. Quand vous avez un enfant, un jeune qui déjà à 15 ans, 16 ans est déscolarisé, il sort, il vous amène de quoi garder la maison, et puis vous ne lui posez aucune question, vous consommez sans rien lui dire. Cet enfant, quand il fait des bêtises, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler, mais en tant que parent responsable, si vraiment vous vous occupez comme il faut de vos enfants, dès lors qu'ils commencent à dérailler, vous avez votre mot à dire.
vous savez comment il faut faire pour le recadrer. Et l'enfant qui sait que son père et sa mère sont responsables et ne sont pas démissionnaires, il sait aussi qu'il ne peut pas faire n'importe comment. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, les enfants ont pris le dessus sur les parents. Mais pourquoi? Mais pourquoi un parent devrait-il prendre un enfant, devrait-il prendre le dessus sur ses parents? Vous entendez des parents qui vous disent, on a tout fait, on leur a tout dit, j'ai parlé, j'ai tout fait, mais l'enfant ne m'entend pas. Il y a même des familles au sein desquelles aujourd'hui, les parents ont peur des enfants. Absolument. Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est pas possible? Il faut vraiment qu'on revienne à nos valeurs africaines. Il faut qu'on revienne vraiment à nos réelles valeurs qui font que le parent, c'est le parent. L'enfant, c'est l'enfant. Le rôle du parent, c'est de protéger son enfant jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. C'est vrai que vous parlez du tissu familial qui s'effrite et chaque famille doit normalement jouer sa partition pour qu'on puisse ramener les enfants à la conscience. Mais les autorités, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Les autorités, on l'a déjà dit, mon cher Ulrich. Ce sont, il faut beaucoup sensibiliser notre jeunesse. Il faut beaucoup sensibiliser notre jeunesse et il faut aussi, il faut leur parler et il faut décourager, n'est-ce pas, les tenanciers de ces boutiques dans lesquelles on vend ces alcools. Il faut décourager ça. Il faut interdire ça. Il faut interdire. Au besoin, il faut une loi pour encadrer ça. Je ne sais pas honnêtement si cette loi existe, mais je ne le pense pas honnêtement. Mais oui, pardon? C'est une loi pour encadrer. Oui, il faut une loi pour encadrer ça. Il faut une loi pour encadrer ça. Sinon, ce que nous vivons aujourd'hui, on ne vend pas cher, en tout cas, la peau de... Le fer de lance risque de se transformer en ver de lance. Bon, j'ai rien d'autre. Merci à vous, Rachida. Oui, on a besoin d'une jeunesse vaillante, d'une jeunesse forte, d'une jeunesse intelligente, d'une jeunesse sur qui le pays peut se reposer, n'est-ce pas, pour aller de l'avant. Mais une jeunesse vacillante, on n'en a pas besoin. Et il faut que les jeunes aussi comprennent qu'ils doivent prendre leur destin en main et ne pas toujours rejeter la faute sur les autres. L'alcool, quoi qu'on dise, l'alcool ne permet pas d'oublier ces problèmes. Ouais. Vous l'oubliez un temps, mais ces problèmes ont vite fait de venir encore toquer à votre porte. Ça, c'est clair. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Passez une bonne journée à chaque. Merci Ulrich. Et une fois encore, bonne fête des pères à tous ces papas responsables. J'insiste là-dessus, mon cher Ulrich. Bravo à tous ces pères qui, de jour comme de nuit, travaillent d'arrache-pied pour que leurs enfants ne manquent de rien. Bravo à tous ces pères qui ont compris que qui protègent, on va dire, leur famille. Bravo à ces pères et à ceux-là qui continuent de faire des enfants à gauche et à droite, qui ont d'innombrables femmes, qui ont 3. Comment on peut comprendre qu'aujourd'hui, un jeune qui a à peine 35 ans ait peut-être 5, 6, 7 ou 8 enfants? C'est incompréhensible. Comment voulez-vous vous occuper de ces enfants? Est-ce qu'on peut être 10 papas à la fois? Est-ce qu'on peut être 5 papas à la fois? Non, il faut être responsable et savoir que même si on s'engage sur un chemin de la polygamie, même si on s'engage à avoir plusieurs femmes et donc plusieurs enfants, il faut s'en occuper, il faut assumer jusqu'au bout. Ouais. Et voilà, je vous l'avais dit, elle s'est jetée les pavés dans la mare, elle a bien troublé l'eau et certainement que les polygames nous feront un procès. Non, je ne condamne pas la polygamie, attention, non, c'est un choix. Chacun fait son choix de vie, mais je dis dès lors que vous avez choisi ce chemin-là, il faut en assumer l'entière responsabilité. Merci bien. Merci d'être passé sur ce plateau. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de décompresser un peu. L'artiste que je vous propose ce dimanche, c'est une perle rare de la musique béninoise qui signe son retour sur la scène. Comme on le dit en parabole, il a traversé le désert. Ses fans l'appellent affectueusement le rossignol du septentrion. Voici la plage publicitaire, le temps de l'installer.
votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Podito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est mon bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablabi chanter, quand elle fait de la capella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse, et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Pour ceux qui sont de ma génération et de celle d'avant, vous avez sûrement vu passer à une époque donnée cette fameuse vidéo qui tournait en boucle sur la télévision nationale, vidéo dans laquelle on voit des jeunes dames vêtues de noir, tristes et déclamant une mélodie tout aussi triste, ponctuée par des couplets d'un monsieur sur un cheval blanc. On n'avait pas besoin de comprendre la langue d'Indi du Nord Bénin pour ressentir l'émotion de cette chanson culte dont la mélodie continuera forcément à parler à travers les âges. Le titre de la chanson, Bouyo, qui signifie la mort, un chef-d'œuvre de Imran que je vous invite à revivre.
machi abu. Voilà, le décor est bien planté, vous connaissez déjà l'artiste. Bonsoir Imran. Bonsoir Ulrich. Bonsoir, bonsoir Canal 3. C'est un plaisir de te recevoir. C'est le plaisir partagé. Et voilà. Ouais. À l'état civil, vous répondez au nom de Aboudou Imourana. Et Bouyo a été la chanson qui vous a véritablement lancé en 1994. Parlez-nous un peu de cette chanson, comment l'inspiration est venue et comment vous avez je suis parti d'abord d'une curiosité, c'est-à-dire l'apprentissage du savoir m'a porté réellement vers cette indice-là qui a été une responsabilité particulière. Parce que dès que je me suis rendu compte de l'enjeu, je me suis dit, tu peux emporter aussi la croix. C'est ça. Dans ma sagesse, j'avais réellement un mental, un basic philosophique assez énorme, donc je ne m'en vante pas. Pour ceux qui connaissent Imran, qui l'ont accepté, je crois que moi je suis resté un enfant sage de la vie. Un enfant qui a voulu partager une thématique. Donc partant de cette inspiration, chaque Hamidou Kane, classe de première. C'est ça. Et pourquoi précisément la mort? Oui. Parce que c'est la vitrine qu'on n'aime pas trop mirer. Alors qu'on la porte, ouais. Quotidiennement on la porte. Pendant que le clip passait tout à l'heure, vous m'aviez confié un secret. 6 jours après le tournage de ce clip, le cheval est décédé. Oui, mon cheval est parti 6 mois après. 6 mois après. 6 mois après, avec une crise assez particulière. Et réellement dans la lecture menant pseudo-spirituelle, j'ai compris ce qui s'est passé. Toujours en 1994, vous avez sorti d'autres morceaux aussi intéressants philosophiquement, justement, les uns aussi que les autres. Je sais qu'il y a, eu des beaucoup de passionnés de l'histoire de la musique béninoise qui certainement gardent encore dans leur discographie plusieurs de vos chansons. Vous vous souvenez, nous avons difficilement pu mettre la main sur vos clips, mais il y a un particulièrement qui m'intéresse ici. Nous allons suivre une autre vidéo de vous dont la chanson est très appréciée. C'est Barka. Barka, d'accord. J'aime bien aussi. Barka, tout de suite. Ouais.
pesabu oh anan pesabu domi agmane bi bara sisibi ana iri pesabu. Mamachi apomohe saka afo yogurku haru amani baba machinko karikachi bongobi ni baba machinko karikachi bongobi ka adini kana dominena adini kana shallahu mene wahala babini wahala babini. Mais c'est joli, ça fait beaucoup de couleurs dans ma tête, en même temps beaucoup d'émotions parce que c'est pas toujours évident avec le privilège que vous me donnez aujourd'hui d'être avec mes auditeurs, avec mon public, avec mon pays. Je m'excuse, de retour de la France parce que ça fait un an et demi que je suis résident donc entre Paris et puis Rennes. Là, Imran va vraiment bien et quand je vois Barka, ça me fait beaucoup de plaisir, donc je peux que dire Al-Barka, adieu. Ils sont nombreux justement, vos fans, qui ne comprennent pas Dendi. Quelle est l'histoire derrière Barka? Barka est une thématique autour d'une action de grâce. Ce qui veut dire, soyons patients dans la vie et tout ira pour le mieux. Je dis Amen, j'ai prié mon Dieu et Amen, il a exaucé. Vous voyez, c'est une chanson curieuse qui est exécutée dans toutes les églises catholiques du Bénin. Et ça fait une grande entrée pour moi. Je dis merci à Dieu parce que je suis d'origine musulmane pourtant. Ouais. Ouais. Mais depuis les années 2000, silence radio. Le digne fils d'Aboudou a disparu. Il est devenu, certains diront, incohérent, d'autres disent blackout total. Imran, je sais que c'est une page sombre de ta vie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Imran a connu un film dramatique. J'ai connu la mort aussi dans la peau. Et ça n'a pas été facile. Donc, et heureusement, j'ai eu réellement un droit de regard sérieux d'une personne, après notre Dieu, une personne assez grande sur cette terre-là, qui est humblement, j'appelle ce nom, mais avec beaucoup de respect, beaucoup de grandeur, Guillaume Athanas Patrice Talon. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait à Merci. Talon m'a sorti de l'ornière de la mort. Talon a su me récupérer. Il n'a pas hésité à m'affranchir, donc réellement par une urgence équitable et un respect donc, qui valait pour sauver une vie. Et oui. Nous en sommes aujourd'hui toujours. C'est vrai qu'avant que le président ne vous reçoive, certaines personnes ont essayé de vous aider à leur manière, mais ça n'a véritablement pas marché. Mais il y a une photo, une seule photo qui a changé le cours de toute cette histoire, cette sombre et triste histoire. Ouais. Une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Nous allons voir cette photo justement là. Voilà. C'est une photo de mon cousin César Gaba. Une de vos images prises par l'éminent photojournaliste César Gaba. C'est cette photo qui a suscité l'indignation de tout le peuple béninois. Beaucoup de commentaires ont été faits, pas seulement par les Béninois résidant au Bénin, mais aussi par ceux de la diaspora et même des gens qui ne sont pas béninois, bien évidemment.
Et c'est ainsi que le président de la République vous a tendu la main. Oui, parlez-nous d'abord des conditions de prise de cette photo que nous avons vue tout à l'heure avec César Gaba et le résultat de cette opération médiatique. Mais ça s'est passé, il était en séjour donc à Parakou où je séjournais. Sûrement, tout le monde disait que dans ma retraite. Imran était devenu carrément invisible dans la ville de Parakou, ou parfois certains le voyaient dans un état pas trop acceptable. Maintenant, écoutez, je vous dis, c'est pas toujours facile de lutter avec la mort. C'est pas facile de lutter avec la mort. Et moi, particulièrement, j'ai été assailli à une dimension incompréhensible. Et ça, c'est très dur à expliquer. Moi, je ne parle pas souvent du mal. On a dit, moi, je suis né dans une société où, réellement, il y a d'aucuns qui s'attardent à des pratiques qui ne sont forcément pas des pratiques respectables. Nous, on n'en parle pas trop. Mais nous avons droit à la vie et puis nous, on travaille pour obtenir des résultats magnifiques parce que c'est à travers le knowledge, là. C'est là. On ne te le détruit pas. Quand tu es positif dedans, on a beau tout dire. Vous avez vu comment Mandela a fini? Qui aurait cru? Mais vous avez vu les inverses. Vous avez vu comment Kadhafi a fini? Qui aurait cru également? Vous voyez, donc, moi je pars donc des exemples choquants de la vie et je me dis, si le commun des mortels qui réfléchit comme moi ou qui entend et qui voit des choses comme moi peut prendre mon rythme, pourquoi on n'arrivera pas à avoir 300 ans sur Terre? Imran, moi j'aurai 300 ans sur Terre. Ouais. Vous avez vu comment je reviens? De toute façon, on a vu à travers cette photo-là que beaucoup de personnes vous ont tendu la main et après, le président de la République a accepté de vous accompagner justement dans votre prise en charge. Oui, il a fait, Patrice Talon l'a fait réellement avec beaucoup de dignité et cela m'a plu et je tiens à lui rendre ce salut à travers donc le prochain Imran Benetour que je vais entamer. Dès que bientôt je vais le rencontrer parce que je suis rentré de Paris, je ne l'ai pas encore rencontré et je compte sur lui dès la vision de ce franc-parler, qu'il veuille humblement ne pas réellement se fier à quelqu'un d'autre. Il sait comment me trouver. Je suis déjà au Bénin, je suis à Cotonou là. Pour le reste, je n'ai pas peur. Je suis prêt à mouiller le maillot pour prouver au peuple béninois qu'il a sauvé un chanteur, il a sauvé un enfant du Bénin. Une voix qui disait « Ami, Anelik Pesabou, Ilik Pehongo Aga, Ami, Anelik Pesabou. » On sait que César Gaba est resté avec vous sur toute la ligne et il est revenu justement vous prendre encore en photo après vos soins pour montrer que Imran est de retour. Si, et voilà la photo qui est là à l'antenne. Nous allons voir. Nous allons rapidement voir ces deux images là. Nous allons voir les deux images avec le réalisateur qui va nous montrer les deux images. Vous verrez que Imran revient de loin. Je sais que Imran est en train de nous faire ressentir l'émotion ici sur ce plateau et tout le peuple béninois te soutient. Tu l'as vu. Et nous avons vu la première image, nous avons vu comment tu déprimais en ce moment, tu déprimais sérieusement, non? Pas de larmes sur le plateau, Imran, pas de larmes sur le plateau. Oui, j'ai compris. Non, pas de larmes, pas de larmes. Oui, j'ai compris. Je sais que tu reviens de très loin, justement, et cette image montre que tu es véritablement revenu de loin. Voilà, ça c'est l'image qui montre au moment où tu traversais des moments très très difficiles. César Gaba, il était avec toi, il a pu prendre l'image et c'est cette photo qui a changé l'histoire sombre de ta vie. Et la seconde photo, tu vois, avec le souris qui est à côté. Oui, là j'étais chez ma mère, j'étais chez ma mère à Djougou. Ouais. Elles sont belles les photos. Moi je les aime bien, Pas de larmes sur le plateau. Ouais, c'est l'émotion, ça fait je suis un gros enfant, c'est ça le truc. Je deviens toujours un gros enfant. Comme je l'ai dit à nos téléspectateurs dès le début, c'est une émission pour célébrer ton retour. Oui. Nous disons merci à César Gaba. C'est justement ce dévouement naturel et cet engagement qui se lie à travers l'objectif de ces appareils photo qui a été la source de sa nomination en tant que ministre à la Cour royale de Kouandé. Et évidemment, son titre de Gobi, c'est Yerima Gaba. Salut l'artiste, c'est une icône de la culture baroutème. Et c'est encore grâce à lui que vous êtes sur ce plateau, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu votre contact, justement. Bien sûr. Et là, ce que vous ne savez pas, c'est aussi grâce à lui que je suis dans mon taco modernisé. Et là, je me fais tout mignon, là. Ben voilà.
Revenons à vous, Imran. Revenons à vous, Imran. Oui. Votre retour a été signé par votre remarquable présence au Festival international de la musique à Parakou en 2023. En 2023, voilà. Oui, en 2023, oui. Voilà. Nous allons rapidement suivre un extrait. Un très beau concert, vache. Absolument. Réellement de la couleur, ouais. Voilà. Nous allons rapidement suivre un extrait de votre prestation live, Imran, de retour sur scène. Oui, il fallait continuer justement parce que je t'ai vu en plein dans le morceau. J'aime bien cette chanson. J'aime bien cette chanson. Imran, comment as-tu vécu ton retour sur scène? Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect à la vie. Ouais. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là et il y avait assez d'émotions quand même. C'est ce que j'ai remarqué. Vous savez, je me suis dit une seule chose. Nous sommes des copies léguées sur terre pour des plans d'exécution. C'est ça. Nous les humains. Ça, moi, je ne peux pas passer à côté de cet enseignement. Et je dis, toute histoire que je vis est déjà une prédestination connue. Sinon, je ne l'aurais pas vécu. Mais parfois, on n'est pas forcément amené à aimer ce que l'on aurait vécu. Parce que l'être n'aime pas souvent réellement les épreuves. Et moi, j'ai vécu mes épreuves avec beaucoup de courage. Ça va, hein, ça va. J'ai un nouveau disque. Hein. Nous allons essuyer légèrement ces larmes-là qui perlent. C'est la joie que nous sommes venus célébrer. Ouais, mais c'est pas facile parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'émotions. J'ai perdu ce contact avec mon pays depuis très longtemps. Ouais. Et j'en avais réellement envie. Ça me fait beaucoup d'émotions d'être face au peuple béninois, pas Canal 3, c'est bien. Ça fait plaisir quand même. C'est des larmes de joie, c'est pas des larmes de colère. Non. Alors, on garde les larmes de joie puisqu'on vous a senti vivant, enthousiaste, je dirais même euphorique au Festival international de musique. Nous allons encore regarder cette prestation que j'aime bien, c'est la confirmation de ton retour sur scène. Merci. De Rosina Subambadua.
de vous voir ici. Ça me fait grand plaisir ça. Parakou, est-ce que ça va? Ça peut aller? Ça peut aller? C'est sûr? On ne vous entend pas du tout, hein? Ok? J'aime bien cette belle complicité que vous avez eue sur scène avec votre petite sœur Ami Mako, qui fait aussi de la pop musique. Ce sera avec plaisir que nous la recevrons sur ce plateau un dimanche. Imran est de retour, c'est clair. Que fait aujourd'hui Imran? Imran est en train de préparer en ce moment son prochain Imran Benin Tour, donc qui débutera par Cotonou. D'accord. Et on va faire toutes les grandes villes du Bénin. D'accord. Et on sait, un avant-goût, on sait quand même que vous avez également beaucoup de chansons déjà dans les. Ouais, j'ai un nouveau disque, l'album Believe qui a 6 nouveaux titres. Ouais. Believe, ouais, que j'ai enregistré grâce au chef de l'État Patrice Talon. Ouais. Ah, c'est intéressant. Un avant-goût de ce nouvel album, ce n'est que l'audio d'ailleurs, Paradise, une reprise de l'air de Johnny Hallyday. C'est bien ça. Ouais, vous l'avez fait en anglais. Et nous allons écouter avec la complicité de la régie un peu ce morceau et voir un peu ce que ça donne parce que vous n'avez pas encore un clip officiel pour ça. C'est vrai. My paradise is yes my life. That's why the glory is mine. Prayers after shall save my life all along the way till now. Wisdom is a key along the way, so I found just mine on my road. Forgetting rubbishes as nothing, oh my dear. Admiring sun, moon, stars as my eyes. C'est sur l'album Believe. Je te sens encore plein d'émotions là. Le titre c'est Paradise, ouais. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire en fait qui fait le résumé de ma vie. C'est mon premier testament. Ouais. Dans l'album j'en ai 2. Sur Paradise et puis sur Believe. Et curieusement c'est les 2 titres qui portent sur l'anglais. Parce que dans ma vie, en fait j'ai des couleurs réellement anglaises aussi. Donc je chante beaucoup en anglais et cette année j'ai commencé cela et je vais le partager beaucoup plus avec mon public, donc le public béninois et puis à l'international également. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de chansons en hindi et en bariba, on va revenir là-dessus après. Ouais. Et mon premier plaidoyer, c'est que Imran doit reprendre tous ses anciens morceaux avec de jolis clips, parce que là, il faut que nous revivions ces clips, même si Bouillot, avec Bouillot, 6 mois après, le cheval est parti, mais quand même, on pourra quand même avoir de nouveaux clips, parce que ça a été très difficile d'avoir les clips. C'est vrai. Je suis de la petite vieille et en même temps comment j'ai commencé, c'était pas tout évident, mais j'étais très très content parce que je tombais sur la première année de l'évolution entre l'analogique et le numérique en matière vidéo, donc nous on a été donc les premiers, mais c'est vieux parce que on va le faire avec votre concours aussi. Voilà. Il y a également plusieurs autres morceaux sur cet album qui certainement fera sensation justement. Un des morceaux est intitulé Believe, vous l'avez dit tout à l'heure justement. Gardez la foi, c'est ça, hein? Gardez la foi, ouais. On peut rapidement l'avoir en acapella? That sweet day, you just want me to save my life. Move with emphasis, I've tried and keep on trying all my best.
many days running my faith with you. Yes, Jesus, what can I do what without you? Sweet light, light of tree, but Judah, sorry, I believe. Yes, I believe. Merci, Imran. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Imran, vous nous avez fait un réel plaisir en honorant ce plateau de votre présence. Un mot à tous vos fans qui attendent encore beaucoup de vous. Merci, merci à mes fans, merci à vous aussi. Merci franchement, encore une fois à Patrice Talon. Et j'attends de lui réellement une surprise, quitte à ce que je puisse mettre des bouchées doubles. Je suis prêt pour que le Imran Benetou puisse avoir lieu. Imran Benetou, vivement pour que nous puissions véritablement retrouver cet artiste, ce digne fils du Bénin, l'enfant d'Aboudou, qui s'est retrouvé. Imran, comme je l'ai dit, plus de larmes sur ce plateau, ce ne sera que des larmes de joie, comme tu le dis très bien. Merci d'être passé sur le plateau. Assez d'émotions sur ce plateau, effectivement. C'est un plaisir, c'est un plaisir Ulrich. Je veux dire merci à vous et merci à vous, à tous les confrères donc, de votre... toute l'équipe qui m'accompagne. Oui. Absolument. Ouais. Merci beaucoup. Merci aussi à César Gaba qui nous accompagne tout au long de cette émission. Et il y a quelqu'un qui a insisté pour qu'on te reçoive aujourd'hui et il est à côté. Bon, en fait, il nous a appelé. C'est lui qui a fait justement le visuel de cette émission. Oui, c'est le président d'honneur de l'amicale des jeunes managers du Bénin, Ghislain Abodji. C'est lui qui a fait le visuel. Il a dit, si c'est Imran, on le reçoit, il est tellement content. Ghislain, tu ne peux pas savoir combien de fois je suis fier de toi. Never gonna give up, no. We are together, no. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Imran pour ton passage sur ce plateau et ce dimanche 15 juin 2025. Mesdames et messieurs, merci à vous. Ce fut un réel plaisir d'avoir passé ces bons moments avec vous, des moments chargés d'émotions, vous l'avez constaté. Bonne chance à tous les candidats au baccalauréat 2025 et bonne fête des pères à tous les papas justement. Portez-vous bien, on se retrouve dimanche prochain.